Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la troisième séance du cours ordonnancement des systèmes manufacturiers et de services. Je vais commencer la séance par un petit rappel des deux séances qui ont déjà passé et on passe par la suite à la nouvelle partie de la troisième séance. Je rappelle rapidement ce qu'on a appelé ordonnancement. On a dit que l'ordonnancement, c'est le fait de définir un séquencement de passage devant un nombre de postes de travail qui peut être une machine unique ou un atelier composé de plus qu'une machine. Les possibilités pour les ateliers, on peut avoir un cheminement unique des commandes ou des jobs et on appelle ça le flow shop. On peut avoir un cheminement imposé mais qui peut différer d'un lot à un autre, voilà, d'un produit à un autre, et on appelle ça job shop. Et on peut avoir des produits qui passent sans ordre déjà défini, qu'on appelle ça le open shop. Et chaque type d'atelier, chaque objectif défini, il a un algorithme bien déterminé qui peut être un ou plusieurs algorithmes bien déterminés qui peut être appliqué sur le problème d'ordonnancement. Un problème d'ordonnancement, il est défini par trois paramètres. Le alpha pour définir le type d'atelier et le nombre de machines. Le gamma pour définir l'objectif du projet d'ordonnancement et le bêta pour définir le paramètre, voilà, pour enregistrer les paramètres du problème si on a besoin de définir des paramètres. Et une fois la séquence est définie, on peut représenter ou présenter schématiquement cette séquence par ce qu'on a vu, on a vu le diagramme Gantt, on a discuté le diagramme Gantt. Pour cette séance, vous allez voir par la suite qu'on peut représenter les résultats par une autre méthode. On va la voir ultérieurement pendant la séance. La séance dernière, on a commencé avec les algorithmes d'ordonnancement et on a commencé avec l'algorithme de Johnson qui est applicable dans le cas d'un cheminement unique de produits, c'est-à-dire un flow shop, sur deux machines ou plus. Donc, on a vu que l'algorithme de Johnson peut être appliqué si on a 2, 3 ou plus de machines et chaque nombre de machines, toujours en flow shop, a ces algorithmes sont variantes d'algorithme de Johnson qui doit être appliqué si on cherche un séquencement optimal. L'objectif pour Johnson et Jackson, c'est le Cmax, c'est la date de fin du séquencement. C'est la date de fin de la dernière tâche à exécuter. L'objectif, c'est d'avoir la date la plus proche. Pour Jackson, c'est un job shop, c'est-à-dire on peut avoir, voilà, on a des produits ou des jobs ou des commandes, des lots qui ont des séquencements, qui peuvent avoir des séquencements différents. Pour Jackson, on a vu uniquement l'application de l'algorithme de Jackson sur deux machines. Dans le cas général, on peut appliquer Jackson sur n'importe quel nombre de machines, mais manuellement, c'est difficile d'appliquer ça. On va voir une application pour Jackson numériquement lorsqu'on va voir la séance de travaux pratiques à la fin du cours. D'accord? Pour cette séance, on va voir deux algorithmes, principalement deux algorithmes. Un premier algorithme qu'on va appeler l'algorithme de Moore-Hudson. C'est un algorithme d'ordonnancement. Le deuxième algorithme, on va l'appeler, c'est appelé l'algorithme de Roy. Ça se prononce Roy, vous pouvez la prononcer comme vous voulez, Roy ou Roy. Il y a certains qui appellent ça Roy, mais la prononciation correcte, c'est Roy. L'algorithme de Roy, vous allez voir que ce n'est pas un algorithme d'ordonnancement, c'est un de définition. Voilà, de détermination du séquencement, c'est un algorithme qui peut remplacer Gantt. On va voir comment on peut appliquer l'algorithme de Roy pour déterminer les dates de fin et de début de chaque tâche. Et on va finir par une petite application sur un cas particulier d'ordonnancement appelé ordonnancement selon la mise en route des tâches. On va voir ce que ça veut dire mise en route et c'est quoi cet algorithme-là. On va commencer donc par l'algorithme de Moore-Hudson, c'est appelé aussi l'algorithme de Moore de court. Donc, quand est-ce qu'on applique l'algorithme de Moore? On applique en fait l'algorithme de Moore lorsqu'on a des problèmes ou des applications auxquelles on a des pénalités qui ne dépendent pas de la durée des retards. C'est-à-dire,
quel que soit le retard, quelle que soit la durée du retard, on aura la même pénalité. C'est-à-dire l'évaluation qu'on va voir ou l'objectif qu'on a, c'est de minimiser le nombre de retards et non pas la durée de retard. C'est-à-dire avoir une tâche avec un retard de 5 jours coûte moins cher qu'avoir 5 tâches ou 5 commandes en retard de durée 30 minutes. Les pénalités sont payées en nombre de tâches en retard ou le nombre de commandes en retard et non pas sur pénalité sur les durées. مدام Oui, مدام oui, بالله كانت لازم تحط لي باج فوند معناتها بلان اكران خاطر كونكتي c'est plein بالتليفون. écran. C'est plein écran. C'est déjà اه plein écran. Le باهي. téléphone, peut-être, c'est. Mais ouais, c'est plein écran. Vous voyez le plein écran ou pas pour les autres? Je suppose. Oui, c'est comme d'habitude, c'est en Oui plein écran. Donc, le problème, c'est pas peut-être avec le téléphone, ça peut pas être plus. Ou bien tu peux le PC si tu veux. D'accord? Alors, je reprends. Donc, l'algorithme de Moore, il est applicable lorsqu'on a un objectif de minimiser le nombre de tâches en retard et c'est applicable, cet algorithme-là est applicable uniquement lorsqu'on a une seule machine. D'accord? Maintenant, si on veut représenter les problèmes qui peuvent être résolus par l'algorithme de Moore par la notation normalisée alpha, bêta, gamma. Alpha sera égal à combien? Qui peut répondre? Alpha sera égal à combien? Je vous rappelle que alpha, ça permet de définir l'atelier et le nombre de machines. Ici, on a une seule machine. Donc, tout simplement, alpha sera égal à 1. Oui, sera égal à 1, tout simplement. D'accord? Donc, on aura alpha égal à 1 parce qu'il s'agit de résoudre un algorithme ou un problème d'ordonnancement lié à une seule machine. Gamma maintenant. Gamma, c'est l'objectif de l'ordonnancement. On a comme objectif la somme de quoi? Personne? La somme des tâches en retard. Je vous rappelle. Oui. Mais je vous rappelle que le nombre de tâches en retard, on le note UI. On a vu ça pendant la première séance. Donc, l'objectif de l'algorithme de Moore, c'est de minimiser la somme sur I de UI. I, c'est les tâches I, bien sûr. D'accord? Et pour faire ça, on a besoin des délais, des deadlines de chaque tâche. Donc, alpha égale à 1 pour dire qu'on a une seule machine. Bêta, on va avoir les informations sur les deadlines, puisqu'on va évaluer les retards. Donc, obligatoirement, on doit avoir des deadlines. Et l'objectif, c'est de minimiser la somme de U et. L'algorithme de Moore est formé principalement de 4 étapes. Après avoir appliqué l'algorithme sur un exemple, vous pouvez revenir sur les étapes pour les appliquer sur les autres exercices. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va appliquer ces étapes-là, les 4 étapes, sur un exemple de cette tâche ayant comme information les dates promises, c'est-à-dire les deadlines ou les DI qu'on a appelé pour la notation alpha, bêta, gamma, c'est le DI ici. Et on a bien sûr, on a toujours besoin du processing time. C'est le temps de traitement sur la machine unique qu'on a considérée pour l'algorithme de Moore. Par exemple, si on prend la 3e tâche, elle dure 10 temps, on va supposer que ce sont des heures, ça dure 10 heures et la date promise, c'est-à-dire la date à laquelle on doit livrer cette commande 3 ou cette tâche 3, c'est la 25e heure. D'accord? L'algorithme de Moore exige de commencer, comme tout algorithme d'ailleurs, de commencer par une solution initiale. Moore propose de commencer par la solution représentant les deadlines dans l'ordre croissant, c'est-à-dire commencer par la tâche qui a le délai le plus proche. On va commencer ici par la tâche. Quelle est la tâche qui a le délai le plus proche? La date promise la plus proche, c'est 7.
7, c'est la tâche 7 avec un deadline égal à 15. Et on ordonne les tâches selon les dates promises croissantes, c'est-à-dire 7, puis 2, puis 1, puis 4, jusqu'à arriver à 6 qui a un deadline de 30. D'accord? C'est la première étape, tout simplement mettre dans l'ordre croissant les dates promises. Pour calculer les dates de livraison, qu'est-ce qu'on fait? On va supposer qu'on va commencer à l'instant t égale à 0. Donc, si on commence à t égale à 0, la tâche 7 se termine à t égale à 6. Très bien. Tout simplement, on commence à t égale à 0, la tâche dure 6 temps, donc on termine à t égale à 6. La tâche 2 se termine à t égale à 6 plus 5. 11. 11, très bien. Donc, et on continue à calculer les dates de fin d'exécution des tâches. Donc, la première étape, ordonner dans l'ordre croissant des dates promises. La deuxième étape, c'est calculer les dates de fin de chaque commande, de chaque job ou de chaque tâche dans ce cas. La troisième étape, on doit repérer la première tâche en retard. Qu'est-ce que ça veut dire tâche en retard? Tout simplement, c'est-à-dire la tâche qui a une date de fin qui dépasse le deadline. Donc, dans ce cas, quelle est la première tâche en retard? Est-ce que 7 est en retard? Elle se termine à t égale à 6 ou elle doit être livrée à t égale à 15? Est-ce qu'elle est en retard? Non. Non. De même pour les tâches de 1, 4, oui, 21 et inférieur à 22. Pour la tâche 3, elle se termine à t égale à 31. Et elle doit être livrée, si vous voulez, voilà, le client a besoin de sa commande à t égale à 25. Donc, la première tâche en retard, c'est la tâche 3. D'accord? On repère la première tâche en retard. Ici, on a 3 tâches en retard, mais ce qui nous intéresse, c'est la première tâche. On n'a pas besoin de regarder s'ils sont en retard ou pas. On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est que la tâche 3, c'est la première tâche en retard après avoir ordonné dans l'ordre croissant des dates de deadline, date de livraison exigée par le client. On va appeler cette première tâche en retard I. Et on va supposer qu'on n'a que la séquence de 7 jusqu'à 3 jusqu'à I, la première tâche en retard. On ne va considérer que la séquence 7, 2, 1, 4, 3. On suppose qu'on n'a pas les 2 dernières tâches pour le moment. Et on repère la tâche qui a le processing time le plus grand. Quelle est la tâche qui a le processing time le plus grand parmi les tâches de 7 à 3 ici? C'est la tâche de processing time le plus grand. C'est la tâche 3, tout simplement. On repère la tâche qui a le processing time le plus long, c'est la tâche 3. Je rappelle rapidement les étapes. Ordonner dans l'ordre croissant des deadlines. Calculer tout d'abord les dates de fin selon l'ordre proposé. Repérer la première tâche en retard et repérer la tâche qui a le processing time le plus long parmi les tâches qui appartiennent à l'ensemble de la première tâche jusqu'à la première tâche en retard. Dans ce cas, comme par hasard, c'est la dernière tâche, c'est la tâche 3. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va supposer qu'on n'a pas cette tâche-là. On va éliminer la tâche qui a le processing time le plus long et on va garder le nom de cette tâche-là. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais pour le moment, on va supposer qu'on a une nouvelle séquence formée par les tâches 7, 2, 1, 4, 5 et 6. Voilà. D'accord? On va supposer qu'on n'a pas la tâche, qu'on n'a plus la tâche 3. Et on va refaire la même itération, c'est-à-dire, l'ordre il est déjà là, bien sûr, c'est-à-dire on va commencer par calculer les délais de livraison. Puis, on va repérer la première tâche en retard, qui est dans ce cas la tâche. Quelle est la première tâche en retard? C'est la tâche 5. 5. La première tâche en retard, c'est la tâche 5.
Puis, qu'est-ce qu'on fait? On va repérer parmi les tâches 7, 2, 1, 4 et 5. Oui, مدام oui. بلا تاش اون روتار باش نطلعوه. On compare la date promise par rapport à la date de fin, ici. Pour 4, par exemple, la date promise, c'est-à-dire la date exigée comme date de fin de la tâche, c'est 22. Et la date de fin de la tâche 4, c'est 21. Elle n'est pas en retard. D'accord? Pour la tâche 5, elle doit se terminer à t égale à 26 et elle se termine à t égale à 28. Déjà, on a deux heures de retard. D'accord? سي بون مدام. Alors, je reprends. La tâche 5, c'est la première tâche en retard. Quelle est, parmi les tâches 7, 2, 1, 4, 5, la tâche qui a le processing time le plus long, c'est la tâche 4. On repère cette tâche-là et on suppose qu'on n'a pas la tâche 4. Donc, pour le moment, on a éliminé les tâches 3 et 4. Et la nouvelle séquence, c'est 7, 2, 1, 5 et 6. On refait la même itération, c'est-à-dire on considère qu'on a les tâches 7, 2, 1, 5 et 6. On calcule les délais, les dates de fin d'exécution et on trouve quelle est la tâche, la première tâche en retard, ici. Quelle est la première tâche en retard? Est-ce qu'il y a une tâche en retard déjà? ما فماش مدام. Il n'y a pas de tâche en retard, c'est-à-dire qu'on a terminé les calculs. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une autre itération et on est arrivé à la solution optimale. Moore, il propose de prendre comme solution optimale la séquence formée par, dans l'ordre, 7, 2, 1, 5 et 6. 7, 2, 1, 5 et 6, c'est-à-dire les tâches qui sont restées dans le tableau où on n'a aucune tâche en retard et on ajoute à la fin les tâches qu'on a éliminées. Ici, on a éliminé 3 et 4. Moore propose que on peut mettre les tâches 4 et 3 dans n'importe quel ordre aléatoire. C'est-à-dire, on doit forcément, on doit obligatoirement garder l'ordre des tâches qui sont restées qui n'ont pas de retard pour le dernier tableau et on ajoute dans un ordre aléatoire les tâches qu'on a éliminées lorsqu'ils étaient en retard, c'est-à-dire dans notre cas 4 et 3. C'est-à-dire les deux séquences optimales sont les suivantes, 7, 2, 1, 5, 6, 4, 3 ou 3, 4. Et dans les deux cas, on aura un nombre de tâches en retard minimal. Donc si l'objectif est de minimiser le nombre de retards dans un ordonnancement exécuté sur une seule machine, on applique Moore et l'algorithme est le suivant. Si on va revenir à l'algorithme, on va trouver ça. La première étape, c'est trouver une première solution initiale en mettant dans l'ordre croissant des EDD, c'est-à-dire earlier due date. On a parlé des règles de priorité lors de la première séance et on note cette liste E, puis on repère la première tâche qu'on va noter I de la liste E. Si aucune tâche n'est en retard, on est arrivé à la séquence optimale. Sinon, on passe à la troisième étape, c'est-à-dire on élimine ou on rejette la tâche qui a le processing time le plus long et on compare on élimine cette tâche ou on recalcule les délais de livraison et on voit si ces tâches-là sont en retard ou pas et on continue jusqu'à avoir toutes les tâches de la liste qui ne sont plus en retard. Et on met les tâches qu'on a éliminées dans un ordre aléatoire. Voilà ce que... Oui. مادام بس علاش في التروا والكات مادام ما نختاروش معناتها ما نحطوش واحدة قبل الأخرى تشوفوا أن هيك التاشي تاخذ أقل وقت ونحطها هي قبل تولي معناتها أوبتيمال كيك. Il faut pas considérer toute la liste. On doit pas considérer. معناتها اللي سوبريميناهم الاثنين هذوكم التروا والكات معناتها لازم نحطوا واحدة قبل الأخرى مادام احنا حاجتنا بالطون أقل. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais vous êtes obligé de considérer la première partie du séquencement doit être obligatoirement dans cet ordre-là. Puis, mettre 4 ou 3 ou 3 et 4, les deux séquences sont optimales. D'accord? C'est ça la question ou pas?
ليه ما تعرفش ما نحطوش 3 مثلا خاطرها هي اقل ولا الكات خاطرها هي اقل خذت وقت اقل. Lorsqu'on c'est le temps le plus long, c'est pas le plan. Ah, non, on aura toujours la même date de fin. On aura toujours la même date de fin. Ce sont des tâches exécutées sur une seule machine, l'une après l'autre. Donc, notre objectif n'est pas de, même si l'objectif était de terminer le travail au plus tôt, on aura toujours la même date de fin. Vous êtes d'accord, c'est en série. Une tâche est terminée, on lance la tâche d'après. Mais notre objectif ici, c'est le nombre de tâches en retard. C'est pas la date de fin. Mais même si c'est la date de fin, on aura la même date. Hein. C'est une seule machine. D'accord? Alors, c'est d'accord pour l'algorithme de Moore. Ce qui est à retenir pour chaque algorithme, en plus des étapes, c'est quand est-ce qu'appliquer cet algorithme-là. C'est très important. C'est très important de savoir quand est-ce qu'on a de mémoriser comment, voilà, quand est-ce qu'on peut appliquer l'algorithme. Pour Moore, il est applicable lorsqu'on a une seule machine et lorsqu'on a un objectif de minimiser le nombre de tâches en retard et non pas le nombre d'heures, voilà, la durée du retard, voilà, la durée moyenne, ni la durée pondérée. Il y a d'autres algorithmes qui me permettent de faire ça. Si je cherche le nombre de tâches, voilà, de commandes en retard, on peut appliquer Moore. Et par exemple, dans le cas où les pénalités sont payées par commande en retard. Par exemple, dans le transport maritime. Si on a un retard, quel que soit le nombre de jours de retard, on aura, dans la majorité des cas, on aura la même pénalité à payer. D'accord? On passe au deuxième algorithme. OK? Alors, pour le deuxième algorithme, ce qui est très intéressant, ce qui est très important à comprendre pour l'algorithme de Roy, c'est que Roy n'est pas un algorithme d'ordonnancement. Ce n'est pas un algorithme qui me permet de chercher un séquencement optimal. C'est un algorithme qui me permet de calculer les dates de fin après avoir déterminé le séquencement optimal. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence entre chercher la séquence optimale et calculer les dates de fin? C'est-à-dire, Moore, il exige que le séquencement optimal soit défini pour pouvoir l'appliquer. D'accord? Je vais vous expliquer sur un exemple bien précis, sur un exemple concret par la suite. Ici, ce que j'étais en train de dire, Moore, c'est un algorithme qui permet de déterminer un calendrier d'activité, c'est-à-dire les dates de fin des tâches et les dates de fin d'exécution de toutes les tâches pour un même produit. Roi, il est applicable quel que soit le nombre de produits, quel que soit le nombre de machines. Sur l'exemple, on va voir 2 machines uniquement, mais dans le cas général, on peut appliquer Roi quel que soit le nombre de machines et quel que soit le nombre de produits. C'est un algorithme qui va remplacer, qui peut remplacer quoi? On a déjà dit ça. Roi, c'est un qui peut remplacer Gantt. Très bien. C'est un Gantt, mais un Gantt tabulaire, si vous voulez. On peut supposer que c'est un Gantt tabulaire. Alors, l'exemple qu'on va considérer, ici l'algorithme, je vous laisse le soin de voir ça à tête reposée. On va appliquer cet algorithme-là sur l'exemple de 6 produits exécutés sur un cas particulier de 2 machines ou 2 postes de travail dans le cas général. On peut avoir n'importe quel nombre de colonnes. C'est-à-dire on peut avoir 10 machines, 20 machines, 30 machines. Dans l'exemple, on a considéré uniquement 2 machines. Les étapes sont les suivantes. On commence par calculer la somme cumulée de la première itération de tous les produits, c'est-à-dire 5 plus 4, 9 plus 8, 8 plus 9 plus 8 plus 2, etc. La somme cumulée de la première opération pour tous les produits. D'accord? La deuxième étape, on calcule les dates, voilà, les durées cumulées pour chaque produit sur toutes les machines, sur tous les postes. Donc 5 pour la première machine, automatiquement ce sera 5. Puis
5 plus 5. Si on avait une troisième machine ici avec une durée égale à 4, on aurait ici 10 plus 4. D'accord? Calculer la somme cumulée en ligne et calculer la somme cumulée en colonne. En ligne, c'est-à-dire la première tâche pour tous les produits, puis toutes les tâches pour pour le premier produit uniquement. D'accord? L'étape suivante, on va calculer la date de fin de l'opération B du produit 2. Quand est-ce que l'opération B du produit 2 va se terminer? Qui peut répondre avant de vous montrer l'algorithme? Quand est-ce que l'opération B du produit 2 va se terminer? Elle dure 3 temps, 3 heures. 12. Pourquoi 12? C'est 9 plus 3. 9 plus 3. 9 plus 3. Ben, tu as supposé quoi? Tu as supposé que dès que la première opération A du produit 2 se termine, je peux lancer l'opération B. D'accord? Mais est-ce que automatiquement je peux lancer sur la machine 2 l'opération B? Regardez ici. Si je... Oui, Malek, c'était ta question lorsqu'on a appliqué ça sur l'algorithme de Johnson. D'accord. Donc, on doit attendre. On a terminé l'opération A du produit 2 à t égale à 9. Je peux lancer l'opération B du produit 2 si la machine B est disponible. Ici, est-ce qu'elle est disponible? Non. Donc, je dois attendre, voilà, Racine, c'est très bien. On doit attendre la disponibilité de la machine B. Donc, on prend la date de fin maximale de la tâche A du produit 2 et la disponibilité de la machine B et on ajoute bien évidemment la durée déjà de la tâche B du produit 2. Donc, ce sera 3 qui est la durée d'exécution de la tâche B du produit 2. Et on ajoute le maximum de la date de disponibilité de la machine B et la date de fin d'exécution de la première opération du produit 2. D'accord? Pour P3 maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par analogie, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera égal à 9 plus quoi? 9 plus 13. Plus 13. Plus 17. Plus 17. Et que je à 17, c'est 9 plus... Voilà, ça sera 9 plus le maximum entre 13 et 17. D'accord? Et on continue pour le reste des tâches. Pour le dernier, puis je vous donne toutes les valeurs. Pour P3, ça sera 7 plus max de 26 et 19. D'accord? Etc. On aura ces valeurs-là. Donc, voilà les étapes simplement de l'algorithme de Moore. Et à mon avis, c'est plus simple que de représenter un diagramme Gantt. Mais c'est à vous de voir. Si on vous laisse la liberté de calculer les dates de fin, c'est à vous le choix de tracer selon un algorithme de Gantt ou un diagramme Gantt ou bien l'algorithme de Roy. D'accord? Vous pouvez choisir ce que vous voulez. On a terminé les étapes. Maintenant, on va lire les résultats de cet algorithme-là. Par exemple, on va considérer la tâche, le produit 5. Quelles sont les informations qu'on a sur le produit 5? Qu'est-ce qu'on a comme information à la fin de l'exécution de l'algorithme pour le produit 5? Comment je peux lire ce tableau-là? Un volontaire? Non? Est-ce que vous avez compris l'algorithme? شنو الكيستيون madame? Si on va considérer le produit 5, comment on peut lire ces deux valeurs-là? تاخذ 25 ما نعرفش مينوت ولا قداش ومن بعد 25 اور وبعد باش نزيدوها معناتها الروتار هذاك نتاع 33 باش ولات 41.
Mais regardez, une fois on a terminé l'exécution de l'algorithme, on va plus comparer. On va plus comparer les produits ni les tâches. Donc, comment je vais lire le produit 5? La tâche A du produit 5 se termine à t égale à 25. C'est tout ce que je peux lire ici. La tâche A, la première étape du produit 5 se termine à t égale à 25 et la deuxième étape à t égale à 41. C'est-à-dire le produit 5, le deadline, la date de livraison ou la date de fin d'exécution du produit 5 est égale à 41. D'accord? C'est comment on peut lire le tableau après avoir exécuté l'algorithme de Moore. Pour P3, par exemple, la tâche A de P3 se termine à t égale à 17 et la tâche B de P3 se termine à t égale à 26. De même pour les autres produits. D'accord? Ça nous permet d'étudier la disponibilité de ressources, ça nous permet d'étudier les retards, ça nous permet d'étudier les dates de livraison, etc. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment lire le tableau? Et oui ou non? Oui. Maintenant, si je vous demande quelle est la date de fin d'exécution de tous les produits à partir de ce tableau-là, la date de fin d'exécution de tous les produits, c'est t égale à 56. 56. C'est la date de fin d'exécution de toutes les tâches, de tous les produits. D'accord? L'exemple que vous allez trouver dans le cours, c'est l'opération A du produit 4 se termine à t égale à 19 et l'opération B se termine à t égale à 33, c'est-à-dire la date de fin de réalisation ou la de fabrication du produit 4 se termine à t égale à 33 et la date de fin d'exécution de tous les produits, c'est t égale à 56. Et j'insiste sur le fait que l'ordre, c'est quoi la règle de priorité qu'on a considérée ici? C'est quoi pourquoi si on considère cet ordre-là, c'est comme si on a appliqué quelle règle de priorité? FIFO. FIFO, très bien. C'est parce qu'on n'a rien changé. On a considéré que le premier produit reçu, il va être exécuté en premier temps. Si on avait, par exemple, un souci de Cmax minimal, est-ce qu'on peut appliquer Johnson ici? On peut appliquer Johnson? Oui. On ne peut appliquer que Johnson déjà. Parce que les tâches A et B doivent être exécutées dans cet ordre-là. Donc, Roi exige que les tâches doivent être exécutées dans l'ordre A puis B. D'accord? D'accord? Donc, si on applique Johnson, juste comme rappel, quelle est juste la première tâche à exécuter? Hein? C'est quoi la première tâche à exécuter? Le premier produit à lancer. Si je vais appliquer Johnson sur ces produits. Le 4, ce P4, oui. Parce qu'il a la durée est la plus courte et ça appartient à la première tâche, d'accord? B, est-ce qu'on peut passer à la troisième partie pour cette séance? C'est bon pour l'algorithme de Moore? Oui, madame. D'accord. Maintenant, ici, j'ai oublié de vous mentionner les avantages de l'algorithme de Moore. Surtout, c'est un algorithme qui accepte toutes les règles de priorité. Il est applicable quel que soit le nombre d'opérations et quel que soit le nombre de machines et il est facilement programmable. Comme vous voyez, on peut le programmer très facilement sur Excel et comme je vous ai dit, c'est plus fluide ou plus facile. Bon, selon des personnes, ils peuvent trouver que le graphique est le plus facile, mais dans le cas général, il est plus facile à appliquer que l'algorithme de diagramme Gantt. Pour le troisième algorithme de cette séance, c'est un algorithme qu'on va appeler énumératif. C'est-à-dire quoi un algorithme énumératif? Est-ce que vous connaissez ça? Qu'est-ce que ça veut dire énumératif? C'est-à-dire qu'on doit citer tous les scénarios possibles. D'accord? Vous allez comprendre ça plus clairement par la suite. Mais l'algorithme qu'on va voir, l'algorithme d'ordonnancement selon ce qu'on appelle le temps de mise en route, c'est un algorithme énumératif. C'est-à-dire tous les scénarios doivent être énumérés. D'accord?
Qu'est-ce que ça veut dire temps de mise en route? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un temps de mise en route? Je connais qu'est-ce que ça veut dire un temps de mise en route? Ou qu'est-ce que vous proposez selon le nom? Mise en route d'une commande, c'est-à-dire? Le lancement d'une commande. Oui, pour le lancement d'une commande, on a parfois, si vous vous rappelez de la première vidéo qu'on a vue, parfois on a besoin de réglages. Parfois, on a besoin de réglage de l'outil d'usinage, par exemple. Ouais, et là, surtout dans le cas de peinture, on a besoin de remplir le pistolet, de le nettoyer, puis le remplir d'une nouvelle couleur, par exemple. Et dès que c'est le temps de mise en route, c'est un réglage ou une préparation de la commande qui va venir. Je vous donne un exemple simple. C'est en relation avec ce que vous avez vu dans le Lean Manufacturing, le SMED. SMED, c'est une méthodologie utilisée pour minimiser, entre autres, le temps de préparation. D'accord? Ça rejoint et peut être utilisé les deux méthodes peuvent être utilisées ensemble. Je vous propose un exemple de peinture. Puisqu'on a évoqué la peinture, c'est l'exemple le plus classique. Imaginez que vous avez 3 voitures avec 3 couleurs. Vous allez peindre 3 voitures avec une couleur blanche, la couleur rouge et la couleur noire. D'accord? Avec le même pistolet. Qu'est-ce que vous proposez comme ordre? Avec blanc, avec noir ou rouge ou blanc. Qu'est-ce que vous proposez comme ordre? Blanc, rouge, noir. Blanc, rouge, noir. Pourquoi? Parce que le passage, le blanc, il est difficile de nettoyer le pistolet. Il est presque impossible comme premier. La matière que je vais perdre lorsque je vais nettoyer le pistolet, ça va être plus importante que dans le cas du passage du rouge vers le noir ou du blanc vers le noir. D'accord? C'est un temps de réglage. C'est entre autres une situation où on peut appliquer cet algorithme-là. Donc, quand les temps de mise en route sont diffèrent en fonction de l'ordre d'arrivée du produit, on peut décider de trouver un jalonnement, un séquencement de produits de façon à minimiser le temps de mise en route, quelle que soit la période d'exécution de la tâche. On ne parle plus du processing time, on ne parle plus des PI, on parle du temps de préparation. L'exemple classique, comme je vous ai dit, c'est l'exemple de peinture. Pour les couleurs, le plus logique, c'est de commencer par la couleur la plus claire, puis vers le plus foncé. Si on a du noir, on laisse le noir pour la fin. D'accord? Donc, l'exemple qu'on va considérer est le suivant. On va considérer 3 produits qu'on a appelés arbitrairement ABC et on a les temps de mise en route représentés dans ce tableau-là. Je vais vous expliquer ce tableau, mais est-ce qu'il y a parmi vous qui peut m'expliquer s'il a compris ce tableau-là? Est-ce que vous pouvez comprendre le tableau sans que je vous l'explique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer ce tableau à ses camarades? Non? J'explique moi-même. Donc, on commence par la première colonne ici. Qu'est-ce que ça veut dire temps de mise en route de chaque produit ou de chaque tâche? C'est-à-dire, si je vais commencer par la tâche A, je vais mettre 3 temps, 3 heures par exemple pour la préparation. Si la tâche A est la première tâche à exécuter, j'ai besoin de 3 heures de préparation. Si la tâche B est la première tâche à exécuter, j'ai besoin de 2 temps, de même pour la tâche C. D'accord? Le séquencement sera formé par ABC. Ce sera ABC, ACB, BCA, etc. Si A est en tête de la liste d'ordonnancement, j'aurai besoin de 3 heures. Pour cette colonne-là, par exemple, si je vais, les temps de mise en route, s'ils sont suivis de C, c'est-à-dire si A est suivi de C, j'aurai besoin de combien de temps pour préparer C? Si A, on doit lire les valeurs, Rada. On ne fait pas la somme.
C'est 3 c'est pour préparer le A. Mais maintenant, on va exécuter C. Pour passer de A à C, on a besoin de 2 heures. D'accord? Donc, si A est suivi de C, on aura besoin d'un temps de préparation de C égal à 2 heures. Si B est suivi de C, on aura besoin de combien de temps? Si B est suivi de C, pour préparer C, on aura besoin de 4 temps, tout simplement. D'accord? Et c'est logique ou pas qu'on a une diagonale égale à 0 ici? C'est logique ou pas? Est-ce que c'est logique ou pas d'avoir des zéros ici? Bien sûr, c'est logique. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas besoin de temps pour passer de A vers A, ou de B vers B, ou de C vers C. Il n'y a rien à préparer. Si j'étais en train de peindre la voiture en noir et je vais peindre une deuxième voiture en noir, je ne vais rien préparer. D'accord? J'aurai 0 comme temps de préparation. D'accord? Maintenant, proposez une séquence. N'importe quelle séquence que vous voulez. Une séquence A, B, C, C, B, A, la séquence que vous voulez, et on va calculer la somme des temps de mise en route. Qui peut proposer n'importe quelle séquence. Une séquence, hein? Une séquence de votre choix. Non? Proposez une séquence, s'il vous plaît. ABC, ACB, CBA, BCA. Je ne vais pas proposer, là, je vous attends. Proposez une séquence. BCA. BCA. Merci, Malek. BCA. On va calculer le temps de mise en route, la somme des temps de mise en route de BCA. Comment on va procéder? Je vais juste augmenter la taille ici. Comment je vais procéder? Comment je vais raisonner déjà? Je vais dire, je vais commencer par B, donc j'aurai besoin de combien de temps? Si je vais commencer par B, je vais commencer par 2. 2. J'ai lu ça à partir de la première colonne. Puis B sera suivi par C, donc j'aurai besoin pour ce passage de combien de temps? 2 heures. B, de B vers C. 4. De 4. Malek, de B vers C. J'aurai besoin de 4 temps. Hakawale? Oui. Puis, de C vers A. C vers A. J'aurai besoin de 5 temps. C'est-à-dire, la somme des temps de mise en route, si je choisis l'ordonnancement BCA, sera égale à 9 plus 2, ce sera égal à 11. D'accord? Je vous propose par exemple ABC. Qui peut me dire qu'est-ce que ça va me coûter comme temps le ABC? Hein? Quelqu'un peut répondre? À part Malek? Merci Malek. Je veux que tout le monde participe. Sinon, je vais revenir vers toi. Madame. Oui, Ahmad. 2 plus 2 6. pour... Pourquoi 2? 3. 3, parce que le temps nécessaire pour la préparation de A, c'est 3, plus de A à B. 6. 6, plus de B à C. Plus de 4. 4, très bien. Ce sera égal à combien, Aounoni? 10, 13. Alors, le meilleur séquencement entre ces deux-là? 11 ou 13 temps de préparation? Est-ce que j'ai intérêt à avoir un temps minimal de préparation ou un temps maximal de préparation? Minimal, bien sûr. Donc, si on a à choisir entre ces deux séquences, on va choisir BCA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le passage de B vers C. On a besoin de 400 pour préparer le C si B est suivi de C. D'accord? مش نعملوا معناتها الأ مع البي وبعد كده الأ مع السي. مش معها. C'est un passage de A. C'est-à-dire, si je commence par A,
j'ai besoin de 3 temps pour la préparation. Lorsque je vais passer de A vers B, j'aurai besoin de 6 temps. Si je vais passer de B vers C, j'aurai besoin de 4 temps. D'accord? C'est un passage, c'est une transition. C'est un temps de préparation d'une nouvelle gamme, d'un nouveau lot, de nouvelles propriétés. D'accord? Ouais, ça va. D'accord. Alors, comment on va trouver la combinaison qui minimise le temps de préparation? On n'a pas le choix dans ce cas. On doit énumérer tous les scénarios. C'est-à-dire, c'est arrangement 3-3, ça sera égal à le nombre d'arrangements factoriel 3. D'accord? C'est 6. 6 cas. On énumère les 6 cas. Je vous laisse le soin de faire ça. Vous allez trouver, je reviens vers. Vous allez trouver que le séquencement optimal, c'est BAC, c'est-à-dire B, 2, pour préparer B. Le passage de B vers A sera égal à 1. Et le passage de A vers C, c'est 2. D'accord? Donc, si vous allez énumérer toutes les possibilités, vous allez trouver que 5 heures est le temps de mise en route minimal qu'on peut trouver avec ces données-là. D'accord? On n'a pas d'autre choix, bon, à part si on a un outil numérique, bien sûr, on peut donner les temps et puis l'outil va nous proposer le séquencement optimal, mais si on n'a pas d'outil numérique, on doit énumérer tous les scénarios possibles en nombre de factoriel n, nombre de tâches à exécuter pour trouver le séquencement optimal. Sauf que ici, on peut intuitivement trouver le séquencement optimal. Par exemple, vous n'êtes pas obligé à trouver ça, mais on peut voir. Par exemple, je ne peux pas choisir a priori, je ne dois pas choisir un séquencement où il y a un passage de A vers B. C'est très coûteux. Par exemple, peut-être A vers B, c'est du noir vers le blanc. Le passage du noir vers le blanc, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de matière aussi. D'accord? Donc, on peut déjà éliminer les séquences qui ont le passage de A vers B. Je peux aussi éliminer les séquences qui ont C, A, parce que ça coûte cher aussi. Ça coûte 5 heures. D'accord? Si vous arrivez à détecter ces cas particuliers, c'est tant mieux. Sinon, vous énumérez, vous faites les calculs. À moins que c'est une matrice de 10-10, par exemple, c'est impossible de faire les calculs. Mais si on a un nombre de 4 ou 5, on peut énumérer tous les scénarios. D'accord? Donc, c'est un algorithme simple qui a pour objectif de minimiser les temps de mise en route, le réglage, entre autres. D'accord? Alors, je résume rapidement ce que nous avons vu pour cette séance. On a commencé par un petit rappel sur ce que l'ordonnancement est, ce qu'on a vu pour les algorithmes de Johnson et Jackson. On a ensuite passé pour l'algorithme de Moore-Hudson et on a dit que c'est un algorithme applicable dans le cas où on a un atelier à machine unique avec un objectif de minimiser le nombre de tâches en retard. On a détaillé les étapes de cet algorithme-là et passer ensuite à l'algorithme de Roy, qui n'est pas un algorithme de définition de séquencement, mais plutôt c'est un algorithme de calcul des dates de fin, que ce soit la date de fin de chaque tâche ou la date de fin d'exécution du produit, ou encore mieux, la date de fin d'exécution. Et on a dit que c'est un algorithme très utile parce qu'il n'est pas lié au nombre de tâches ni au nombre de machines et il est facilement programmable et a priori plus facile ou plus fluide que la présentation du diagramme de Gantt. Et on a terminé par un petit algorithme de minimisation de ce qu'on appelait les temps de mise en route, qui est un algorithme énumératif qui cherche à trouver un ordre de passage ou un ordre d'exécution des tâches en se basant sur les données liées au temps de préparation, les réglages ou les nettoyages ou autres. Voilà. Donc, la prochaine séance, on va voir un algorithme
d'affectation. On va voir un algorithme appelé l'algorithme d'affectation. Voilà tout ce qu'on a pour ce webinaire. On va continuer la discussion. Je vais juste arrêter pour le moment l'enregistrement et on va revenir à la discussion.